Bon, il a déjà beaucoup parlé, il va nous reparler encore longuement. Samuel, je suis très très heureux d'accueillir Samuel dans notre cénacle. Samuel Morin, donc, qui est directeur du Centre d'études de la neige, qui est une équipe du CNRM. C'est un laboratoire co-tutelle Météo France et CNRS. Je vais tout de suite dire que moi, je suis très très jaloux de Samuel parce qu'il travaille sur un sujet qui est le sujet de conversation de tout à chacun. Le temps qu'il fait, le temps qu'il a fait, éventuellement le temps qu'il fera. Donc ces recherches, elles sont tout de suite en résonance avec les préoccupations de tout le monde, ce qui est pas forcément le cas de nous tous. Donc Samuel est un spécialiste notamment de la cryosphère. Donc c'est un brillant chercheur sur la cryosphère. Vraiment, on est très heureux de pouvoir l'écouter, sachant qu'on a déjà tous plus ou moins identifié que ces données sur la météo et sur le climat, elles sont d'un intérêt commun pour nous tous, mais pour l'ensemble des dispositifs Sentinelle notamment. Donc Samuel, je te laisse la parole et encore merci. Merci Philippe pour l'introduction. Je connais notre chance de bénéficier d'une rente de situation liée au sujet sur lequel on travaille, mais on essaie d'en faire le meilleur usage possible et de faire ça de façon intelligente et au maximum. J'en profite pour vous montrer le nouveau logo du CNRM. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de logo au CNRM, ce qui était un peu difficile pour nous positionner en tant que laboratoire. On est une UMR comme les autres, avec comme tutelle Météo France et le CNRS, et donc maintenant on a aussi un logo comme tout le monde. Je vais vous parler de réanalyse et de projection climatique dans les Alpes et dans les Pyrénées. C'est un travail qui essaie de synthétiser pas mal de travaux d'un grand nombre de gens sur le campus ici pour la plupart, et certains à Toulouse. Bon, il y a certains noms que vous reconnaîtrez, d'autres que vous ne connaissez pas, et puis d'autres que j'ai sûrement oubliés. Désolé pour les absents. Alors, juste pour commencer, par les météorologies, climat de montagne, c'est évident pour tout le monde, mais je le répète aussi souvent que nécessaire. La topographie et le relief complexe en montagne, ça demande, que ce soit pour la météo ou pour le climat, un traitement spécifique. Voilà. Et souvent, les variations en fonction de l'altitude sont souvent plus prégnantes que les variations géographiques au sens horizontal du terme. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on fait beaucoup reposer nos hypothèses et on les vérifie aussi souvent que possible. Mais à la météo, on vous parle beaucoup plus souvent de l'altitude de la limite plus neige que de savoir s'il va neiger un peu plus, un peu moins, à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres d'ici ou de là. Bon, à la fois parce que c'est plus prégnant et à la fois parce que c'est plus difficile à dire aussi. Autre chose, du fait de cette situation et du fait du traitement spécifique qui est nécessaire, et puis du fait des résolutions spatiales des modèles de climat et des modèles météo dont je vais parler dans un instant, en général, que ce soit pour le passé ou pour le futur, il faut utiliser des modèles d'impact spécifiques quand on parle de la montagne, parce que le plus souvent, les réponses aux questions qu'on se pose, du point de vue strictement de savoir s'il y a des tendances sur les conditions météo, en fait, on ne va pas les trouver directement dans les sorties brutes des modèles de climat. La plupart n'ont pas la résolution spatiale qui permet d'accéder aux altitudes qui nous intéressent. Alors, comme le titre c'est réanalyse et projection, je me suis dit que j'allais parler un peu de réanalyse, mais pour repartir un peu de certaines bases en fait, pour re-expliciter, désolé pour ceux qui sont bien au courant de tout ça, de ce que c'est qu'une réanalyse météorologique, en explicitant deux termes, le mot analyse et le mot réanalyse. L'analyse en fait c'est un processus mathématique, enfin, c'est un traitement ou une synthèse, une assimilation, appelez ça comme vous voulez, d'observation, qu'elle soit in situ par satellite ou autre, avec une ébauche, donc une première estimation de l'état de l'atmosphère pour ce qui nous concerne, issue d'un modèle de prévision, que ce soit un modèle de prévision de l'état de l'atmosphère, de l'océan, du manteau neigeux, de ce qu'on veut. Et le but de l'analyse, c'est de corriger les erreurs de prévision du modèle de prévision à l'aide de ces observations et d'initialiser les prochaines prévisions. En météo, on envoie des satellites, on fait des radiosondages, on fait des mesures au sol et on utilise ça pour améliorer les prévisions, parce qu'en fait on améliore l'état initial du modèle de prévision. Et en fait, la plupart du temps, les réglages des analyses météo, donc la façon dont on va recaler en quelque sorte les modèles météo utilisés pour faire la prévision, on les optimise sur la performance des prévisions à venir, c'est quand même pour ça qu'ils servent, et on les optimise pas forcément sur la qualité du produit de l'analyse elle-même au tenté. C'est-à-dire que si on a un état initial pas optimal, mais qui donne des meilleures prévisions pour le temps qu'il va faire demain ou après-demain, souvent on va privilégier ça plutôt que d'essayer d'avoir les meilleures conditions possibles au tenté. Voilà.
Donc ça, c'est un truc à savoir en prévision météo. Quand on fait l'analyse, le but, c'est d'avoir une bonne initialisation. C'est pas d'avoir un bon état au moment, à la date d'échéance de cette analyse. Voilà, bon, on en reparlera à la pause café si je suis pas clair. Mais et donc, quand on utilise des analyses météo pour faire du suivi climatique ou des choses comme ça, il faut avoir conscience que c'est pas forcément le meilleur état initial. Enfin, voilà, c'est pas forcément le état initial en tant que tel. C'est le meilleur pour la prévision, mais c'est pas le meilleur en tant que tel. La réanalyse, c'est la même chose que l'analyse, sauf que on fait ça plus tard. L'analyse, on la fait plusieurs fois par jour, même plusieurs fois par heure pour les modèles les plus demandeurs et les plus puissants, pour optimiser, pour faire des prévisions météo en temps réel et pour cette activité-là. La réanalyse, c'est la même chose, mais dans un contexte un peu plus détendu, c'est-à-dire qu'on va réutiliser les prévisions météo du passé et on va les corriger, mais cette fois-ci en utilisant aussi les observations qui n'étaient pas disponibles en temps réel. Voilà, donc c'est la seule différence finalement entre l'analyse et la réanalyse, c'est que l'analyse, c'est un process temps réel qui sert à optimiser et à faire des prévisions météo. Et donc on ne peut s'appuyer par définition que sur des informations disponibles en temps réel. La réanalyse, c'est la même chose, sauf que on s'autorise à utiliser des observations qui étaient inaccessibles en temps réel, que ce soit par des réseaux d'observation non automatiques, des observations erronées qu'on aura pu corriger en cours de route, des observations d'opportunités qui n'étaient pas disponibles en temps réel au moment où on a fait l'analyse, etc. Voilà. Donc quand on parle de réanalyse, on est vraiment dans un processus météo ultra standard, sauf qu'on le fait a posteriori. Alors, j'ai fait un petit peu de biblio là, pour aujourd'hui. Là, j'ai trouvé un papier qui dit réanalyse et observation, c'est quoi la différence? Parce qu'en fait, on utilise de plus en plus dans nos disciplines en géosciences et dans les sciences du climat des réanalyses comme un moyen d'accéder à un état passé de l'atmosphère, de la surface terrestre ou de l'océan, parce que ça a beaucoup d'avantages. La réanalyse, comme j'expliquais ici, c'est un peu comme une sorte d'observation augmentée, c'est-à-dire que contrairement à une observation où la station peut tomber en panne, elle a peut-être été installée seulement il y a 2 ans, ou peut-être que en fait on l'a déplacée, ou peut-être qu'elle ne couvre pas une gamme d'altitude qui nous intéresse. La réanalyse, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de trou, ni en temps ni en espace. Puisque ça s'appuie à la base sur un modèle de prévision, on fait toujours une prévision pour le lendemain de toute façon. Et donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle existe. Et après, on la corrige avec l'observation si on peut. La réanalyse aussi, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas d'incohérence physique par construction, puisqu'on s'appuie sur un modèle de prévision qui est parfait au sens mathématique du terme de cohérence interne. On le corrige en respectant au maximum cette cohérence. Et donc, il n'y a pas d'incohérence dans une réanalyse entre la température de l'air et est-ce qu'il a plu ou est-ce qu'il a neigé, par exemple. Parce que c'est des choses qui sont construites de façon simultanée. Mais par contre, la réanalyse, elle ne peut pas dépasser les limites de ces ingrédients. C'est-à-dire, si la prévision est vraiment très très mauvaise ou qu'on n'a pas d'observation, de toute façon, à la fin, le résultat ne sera pas terrible. Voilà, donc ça, il faut en avoir conscience. Ceci dit, il y a de plus en plus de domaines dans lesquels on utilise de façon interchangeable réanalyse et observation. Les observations étant une composante de la réanalyse, mais la réanalyse permettant de dépasser un certain nombre de limites. Voilà, donc je vous encourage à aller voir ce papier si ça vous intéresse plus, parce que ça donne quand même quelques bases assez intéressantes. Et ici, vous avez une évolution de température à l'échelle de la planète entière, avec différents produits de réanalyse qui sont comparés à différents produits issus uniquement d'agrégation, d'observation. Voilà, on voit bien que ça se ressemble en général, mais il y a des différences intéressantes. Alors, en termes de réanalyse, en général, quand on parle de réanalyse au sens météo du terme, on parle des réanalyses à l'échelle de la planète entière. La base, entre guillemets, les réanalyses, alors il y avait ERA 15 dans les années 60-70, puis après ERA 40 qui a eu beaucoup de succès, qui est produite par le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, qui couvre la période de 58 à 2002. ERA 40, c'est 125 km de résolution au sol. Il faut avoir ça en tête quand même quand on parle de ces réanalyses, c'est-à-dire que les Alpes, c'est quelques points de grille, et puis ça monte à peut-être 1500 ou 2000 mètres d'altitude. Les longues réanalyses, c'est des réanalyses qui vont de la fin du 19e siècle à nos jours, et qui ont aussi une résolution relativement grossière. Les premières réanalyses, elles avaient pour vocation, ERA 40 en particulier, de pouvoir reconstruire a posteriori le meilleur état possible, la meilleure description de la situation synoptique, en gros du temps qu'il avait fait sur cette période-là, pour des études, pour estimer les performances de différents modèles, etc. À la base, quand les collègues du Centre européen et d'autres ont construit ERA 40, ils n'avaient aucune vocation à faire du climat avec. C'est-à-dire qu'on n'a pas imposé dans la construction de cette base de données une homogénéité et une cohérence absolue dans les données d'observation qui est rentrées. C'est-à-dire que quand en 1979 on a commencé à envoyer des satellites d'observation de la Terre, brutalement ça a beaucoup changé la façon dont on les assimilait, on les analysait dans les systèmes de prévision,
Dans ERA40, il y a un certain nombre de sauts qui sont connus, qui sont décrits, qui correspondent à des variations, à des changements de la façon dont on a observé le système terrestre et dont on s'en est servi. Mais parce qu'à la base, c'était pas fait pour faire du climat. Bon, après, assez vite, ERA40, c'est devenu un outil ultra standard pour faire du climat, et certains ont oublié que c'était pas vraiment fait pour ça à la base, mais c'était déjà beaucoup mieux que rien. Donc les longues réanalyses, ERA20C, NCEP20CR, etc., ça c'est des réanalyses très longues, très grossières en termes de résolution, parce qu'elles couvrent du temps long, mais pour lesquelles les collègues qui les ont construits ont essayé de faire un effort d'homogénéisation, de s'appuyer sur des données qui sont les plus similaires possibles pendant toute la durée. C'est-à-dire qu'ils se sont privés de certaines observations qui auraient bien amélioré la situation pour les 20 ou 30 dernières années, mais qui auraient potentiellement introduit des biais d'incohérence dans les systèmes d'observation utilisés. Et par exemple, certaines de ces analyses ne s'appuient que sur des mesures de pression. Donc il y a quelques stations d'observation de la pression atmosphérique sur la Terre, pas beaucoup, mais enfin aujourd'hui beaucoup, mais il y en avait déjà quelques-unes à la fin du XIXe siècle. Et en exploitant uniquement ça, on arrive à guider un modèle météo depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, moyennant un résultat qui n'est pas idéal chaque jour, mais qui a le mérite d'être cohérent tout le long. Voilà. Donc c'est toujours un peu ce compromis à trouver entre la cohérence et l'homogénéité des résultats et la précision. Alors après, il y a des analyses plus récentes, donc ERA Intérim qui est bien connu, qui a commencé en 79, parce que justement ils se sont dit on va pas regarder avant parce qu'il n'y avait pas de satellite, du coup au moins c'est plus court, mais au moins on est un peu plus sûr de ce qu'on fait. Donc ERA Intérim, c'est 80 km de résolution au sol et 60 niveaux verticaux, donc c'est beaucoup mieux qu'ERA 40, mais les Alpes, ça reste encore quelque chose d'assez collinaire à cette résolution-là. L'état de l'art, ERA 5, donc c'est une réanalyse qui est en cours de production dans le cadre des services Copernicus Climate Change. Disponible de 2008 à nos jours sur les services type Copernicus Datastore, et puis ils vont remonter en fait au fur et à mesure du temps. Ça, c'est des modèles qui prennent un temps fou à tourner, donc on rajoute année après année au fur et à mesure que c'est produit, puis après c'est mis à disposition. Donc d'ici 1 à 2 ans, l'idée c'est que ERA5 remonte à 79, voire avant. Voilà, donc là c'est 30 km de résolution, on pourrait se dire que ça commence à être pas mal, mais c'est encore relativement grossier en territoire de montagne. Alors il y a des réanalyses régionales, ça c'est un nouveau sujet, finalement la notion de réanalyse régionale c'est quelque chose qui ne s'est pas trop pratiqué jusqu'à présent. Alors il y a eu un certain nombre de projets européens assez pilotes qui se sont menés ces dernières années, donc il y avait un projet qui s'appelle Euro 4M, puis Iura là, qui depuis 5 à 10 ans, et là c'est un projet de réanalyse à l'échelle de l'Europe, mais l'Europe au sens assez large du terme comme vous voyez, qui couvre, et donc il y a une réanalyse à 5 km de résolution qui a été produite sur la période de 1960 à 2015. Et ça, en fait, c'était un projet européen précurseur. On a entendu parler du projet précurseur pour ILTR qui va commencer bientôt, avant qu'il y ait un service opérationnel. Mais là, c'était la même chose. Il y avait un projet européen précurseur, 1 ou 2 projets précurseurs, à une future réanalyse européenne opérationnelle qui va être produite dans le cadre de Copernicus Climate Change et qui est prévue fin 2019. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un user workshop de cette réanalyse européenne à Toulouse le 20 novembre prochain, parce que comme c'est fait dans le cadre de Copernicus, c'est user-driven comme on dit en bon français, et donc toute communauté scientifique ou opérationnelle ou économique, enfin bref, tout le monde qui veut faire quelque chose avec une réanalyse européenne peut aller dire moi je voudrais ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et puis dans une certaine mesure, ça peut orienter un peu le plan de travail. Alors sur la montagne, pour des raisons historiques et pour des raisons d'appartenance à Météo France du point de vue du traitement de la météo, on a eu, à la fin des années 80, avec la perspective des JO d'Albertville en 92, le développement d'une analyse en montagne, c'est-à-dire quelque chose qui combine des modèles météo pour avoir la chronologie des événements au jour le jour, avec des observations qui permettent de venir corriger ces prévisions, et un système d'analyse qui s'appelle SAFRAN. Donc SAFRAN, ça veut dire système d'analyse fournissant des renseignements atmosphériques pour la nivologie. C'est l'acronyme historique de SAFRAN, donc système d'analyse, c'est bien ça, en montagne, pour les Alpes et pour les Pyrénées. Et ça, c'est le travail pionnier d'Yves Durand depuis la fin des années 80. Il a mis 2 ans en fait, à construire SAFRAN parce qu'il y avait la deadline des JO. Comme quoi, ce genre d'événement, des fois, ça peut avoir un bon côté. Depuis 30 ans, en fait, on a continué à construire sur cette base, mais clairement, il y a eu un pas de géant qui a été fait à cette occasion-là. Donc pour le principe de SAFRAN, SAFRAN niveau, donc le SAFRAN Alpes originel, Alpes et Pyrénées. Je ne vais pas parler du Safran France aujourd'hui, mais si vous avez des questions, on le fera. Il résonne par massif, donc ici vous avez une carte des massifs, avec un certain nombre de massifs qui sont les mêmes que les massifs du bulletin Risque Avalanche. Et dans chacun de ces massifs, en fait, on représente les conditions météo par tranche d'altitude de 300 mètres. C'est un compromis entre le nombre de tranches qu'on pouvait se permettre par rapport au nombre d'observations dont on dispose. La plupart du temps, en termes d'observations météo, dans un massif donné par jour, on a entre 5 et 10 observations dans le meilleur des cas.
et c'est pas beaucoup, et on fait avec ce qu'on a. Et parfois, on a encore moins d'observations que ça. Donc il y a des dépendances croisées entre les différents massifs pour compenser les absences de données, dans la mesure où le temps qu'il fait dans le Vercors et dans la Chartreuse, la plupart du temps, ils se ressemblent. Donc on tient compte aussi de ce genre de choses. Donc ça, c'est pour la partie safran. Et puis, on a fait... enfin, quand je dis on, les collègues du CEN, moi, j'étais pas arrivé à l'époque, dans les années 2000, on les a fortement encouragés à appliquer Safran non pas uniquement à l'analyse temps réel qui sert pour la prévision risque avalanche, mais à s'amuser à l'appliquer en mode réanalyse depuis 58, donc en utilisant RA40, en récupérant des observations météo des années 58 à nos jours pour faire une réanalyse Safran, c'est-à-dire la même chose que ce qu'on fait avec les modèles de grande échelle, mais appliqué au contexte Alpes. Alors derrière, l'idée, nous, c'est que dès qu'on fait tourner Safran, derrière, en général, on fait tourner Crocus de modèle de manteau neigeux, qui est couplé à un modèle de sol. Donc, potentiellement, on a aussi des données sur le sol. Et donc, il y a donc une réanalyse qui a été faite de 58 à nos jours. Dans les données météo, elles incluent donc la réanalyse RA40 de 58 à 2002, et puis ensuite les prévisions arpèges opérationnelles. Donc là, vous voyez bien que c'est pas un truc qui est ultra homogène du point de vue climatique. Et puis en plus, la version de Safran, elle a pu varier dans le temps. Et parce que c'était quelque part une réanalyse d'opportunité qui a été faite à un moment où, dans les années 2000, on se disait, bon, on va le faire, on verra bien à quoi ça nous sert quelque part. Enfin, on se doutait bien que ça servirait à quelque chose pour étudier l'évolution du manteau neigeux. Mais à l'époque, les collègues, quand ils ont fait ça, ils se sont dit, ah bah tiens, on va aller voir Val d'Isère 70. Enfin, c'était plus ça que des tendances climatiques. Pour les observations qui rentrent, c'est des couvertures nuageuses télédétectées, c'est des données de radiosondage atmosphérique, et c'est des observations météo de surface, donc les réseaux manuels, type le réseau niveau météo, le réseau climatologique d'État, toutes ces observations-là qui ne rentrent pas toutes en temps réel dans les systèmes, ou qui peuvent rentrer de façon erronée et qu'il faut corriger a posteriori. Donc ça, c'est ce qui rentre dans la réanalyse. Et puis les stations automatiques, évidemment. Et puis ça, on l'utilise pour faire des simulations de l'état de la neige et du sol sous-jacent. Alors c'est une dernière image pour bien insister sur comment ça marche. On fait le calcul en temps réel chaque jour quand on est sur l'analyse opérationnelle. Donc le calcul, il est fait dans la matinée. Pour ça, on utilise la prévision météo de la veille pour la veille, disponible de 6h du matin à 6h du matin le jour J. C'est des sortes de normes de travail chez nous. On a toutes les observations disponibles entre 6h du matin la veille et 6h. On combine ça avec la prévision et ça nous fournit une estimation des conditions météo de la veille et des conditions neige passées. Ça, c'est quand on fait tourner Crocus avec. Ensuite, chaque jour, on fait une prévision pour les 2 jours qui viennent. Donc on utilise Safran sans observation quelque part, juste pour ajuster ou pour descendre en échelle les prévisions météo du jour. Et puis le lendemain, on recommence. On vient corriger la prévision faite le jour J par les observations qui sont devenues disponibles le jour J. Et comme ça, on recale. En fait, ça nous donne un état des conditions météo de la veille qui nous permet de resimuler l'état du manteau neigeux de la veille en l'initialisant avec l'état qui provenait de la même démarche faite le jour d'encore avant. Et comme ça, on avance jour après jour. Donc ça, c'est comme ça qu'on procède du point de vue opérationnel jour après jour. Mais quand on fait la réanalyse, c'est pareil. En fait, on fait pas tourner Safran puis Crocus chaque jour en aller-retour, ça n'aurait aucun sens. Mais on fait tourner Safran jour après jour en venant combiner jour après jour la prévision d'un modèle météo et l'observation disponible pour ce jour-là. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ici, vous avez par exemple une carte des Alpes. Donc ça, on retrouve les différents massifs. Ça, c'est la hauteur de neige moyenne hivernale à 1800 mètres. Donc c'est une altitude à peu près standard pour pas mal de choses qui nous intéressent. Avec ici la climatologie de la hauteur de neige. Ici, on a la même chose dans les Pyrénées. Donc là, dans les Pyrénées, en fait, dès le départ, on a les Pyrénées françaises ici au nord et les Pyrénées espagnoles et puis l'Andorre au milieu. En fait, depuis le début, Safran dans les Pyrénées, c'est l'ensemble du massif pyrénéen. Et ça, c'est pratique pour toutes les collaborations type Interreg, Poctefa, Pyrénées, etc. J'y reviendrai. Mais en fait, on a un outil qui est transfrontalier et ça fait longtemps que les Espagnols utilisent aussi, dans une certaine mesure, les données Safran, y compris opérationnellement. Et ici, donc pour revenir aux Alpes, vous avez année après année, donc de 58 à nos jours ou presque, l'écart de l'enneigement hivernal par rapport à cette climatologie. Donc là, c'est juste un exemple à 1800 mètres d'altitude. On retrouve les hivers peu enneigés de la fin des années 80, on retrouve des hivers bien enneigés dans les années 60 ou plus récemment 2013, etc. On voit des contrastes entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord quand il y en a, etc. Donc on a une masse d'informations sans trou par tranche d'altitude qui nous permet d'avoir un retour sur les conditions météo et neige du passé. Donc là, c'est un exemple uniquement à une altitude. Tout à l'heure, je présenterai des exemples à différentes altitudes. Alors, où est-ce qu'on en est en termes d'exploitation?
Jusqu'à présent, on a diffusé ces données dans le cadre de collaborations bilatérales avec peut-être une bonne partie d'entre vous, et je m'en réjouis, avec des outils d'extraction et de traitement pour traiter un format natif de Safran qui, il faut bien le dire, n'était pas très user-friendly. Il y a des fichiers binaires un peu pénibles. Donc on a travaillé là-dessus parce que même nous, ça nous devenait un peu pénible. Et maintenant, on produit directement au format NetCDF des données au pas horaire au quotidien qui couvrent l'ensemble des massifs montagneux des Alpes et des Pyrénées pour chaque bande d'altitude et pour différentes configurations topographiques. C'est-à-dire que ce qui compte en montagne, c'est l'altitude et c'est l'exposition. Évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis que la pente et l'orientation, ça compte. Donc pour chaque niveau d'altitude dans Safran, on a 17 configurations topographiques, le plat, et puis 8 orientations à 20 degrés et 8 orientations à 40. En fait, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est comme ça que nous, on travaille. Donc on est en train de produire, à l'heure où je vous parle, les collègues au CEN, ils sont en train de bosser là-dessus, une nouvelle réanalyse complète qui va de 58 à 2017, voire jusqu'à 2018, ça dépend à quelle date on la produit, qui va utiliser une version homogène de Safran, donc Safran tout le long, la même version de Crocus tout le long aussi. On va corriger quelques limites, notamment les gammes d'altitude couvertes, parce que pour des raisons d'efficacité et puis de compression, parce qu'à l'époque, chaque octet coûtait, dans les années 90, on s'était dit, dans le massif du Mont-Blanc, par exemple, ça ne sert à rien de se préoccuper de ce qui se passe en dessous de 1200 mètres. Donc, massif du Mont-Blanc, ça commence à 1200 mètres, et donc on nous pose des questions un peu sur la base vallée de l'Arve, on est un peu embêté. Donc là, tous les massifs, on va les faire partir à 300 mètres, même quand ça n'existe pas, et comme ça, on aura quelque chose de beaucoup plus complet, et c'est pareil à haute altitude. Ce qu'on fait au passage, c'est qu'on va utiliser aussi des données corrigées en faisant encore plus attention qu'avant à s'assurer qu'on n'exploite pas des données qui auraient pu être corrigées et dont on n'a pas tenu compte. Voilà, donc ça, ce qu'on va faire, c'est une approche assez systématique, c'est-à-dire qu'on va diffuser une config géométrique fixe, c'est-à-dire tous ces niveaux de pente, toutes ces altitudes, etc., massivement. Au passage, je pense qu'on fera un data paper, un truc comme ça qui précise un peu exactement ce qu'on a mis dedans pour que ce soit utilisé. Et puis ça, on va le diffuser massivement pour la recherche via un portail de données. Probablement, mais j'ai pas encore la réponse, le portail Aeris. TEIA a déjà décliné en disant que c'était un peu lourd pour eux et que Aeris serait peut-être plus adapté. Voilà, mais en tout cas, ça ne change rien pour les utilisateurs. De toute façon, après, il y a tous les portails qui vont bien pour les métadonnées. Mais en gros, ça, c'est notre philosophie aujourd'hui. C'est de produire une réanalyse homogène, complète, qu'on arrête de l'envoyer par mail aux gens qui nous la demandent, parce que ça nous prend un temps fou. Vous, c'est pas confortable, et je préfère qu'on passe du temps à discuter de la science qu'on peut faire avec, plutôt qu'on passe du temps à s'envoyer des mails. Voilà, donc ça c'est le plan. Je peux pas vous garantir exactement à quelle date ça va être fait, mais ça sera analysé en cours de production. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'elle sera produite, pour ceux qui ne peuvent pas attendre qu'elle arrive sur un portail de données, on pourra s'arranger pour vous l'envoyer encore par mail, comme on faisait jusqu'à présent. Mais on a eu effectivement, je le reconnais, une petite interruption de service avec certains d'entre vous qui nous demandaient les années les plus récentes, puisque en fait on était en train de faire toutes ces bascules et en fait on n'avait pas envie de continuer à passer du temps sur un système ancien, donc on aura quelque chose de tout beau, tout nouveau, le plus complet possible, à l'échéance de quelques semaines. Alors à moyen terme, ce qu'on a prévu aussi, c'est de produire une réanalyse, cette fois-ci qui adossée à une ébauche beaucoup plus homogène dans le temps, c'est RA5 dont j'ai parlé tout à l'heure, voire même l'étendre vers le passé en utilisant RA20 comme ébauche, voire quelque chose qui est prévu aussi avec l'IGE dans le cadre de Trajectory, c'est-à-dire d'utiliser le modèle MAR, le modèle de climat régional MAR, comme descente d'échelle de réanalyse de plus grande échelle. Mais là, on sort un peu du cadre de la réanalyse parce que de toute façon, avant 1945, il y a très peu, et c'est quasiment... Il y a très peu d'observations météo, et en particulier en montagne, qu'on peut utiliser pour faire ce boulot-là. Donc la valeur ajoutée de faire une réanalyse avant 45, elle est vraiment pas évidente. 45-58, on fera ce qu'on peut, mais avant 45, probablement qu'il n'y a pas grand-chose à espérer d'une réanalyse spécifique sur la montagne. Par contre, on gagnera peut-être à faire de la descente d'échelle par rapport à des réanalyses de plus grande échelle, du point de vue RA25 ou par des outils de descente d'échelle un peu différents. Donc ça, c'est pour la partie réanalyse. Alors il y a plein d'applications, je ne suis pas rentré dans le détail parce que je préférais me concentrer sur un peu la philosophie de ce dont on parle. Donc évidemment des études climatologiques sur la neige et les avalanches, ça c'est notre mission. Des études de processus aux interfaces neige-écosystème. Il y a eu quelques études plus ou moins innovantes dans ces dernières années. Je rappelle des manips assez marrantes au Lotaret il y a quelques années, certains d'entre vous y étaient. Des études climatologiques de l'enneigement dans les stations de sport d'hiver, ça c'est les travaux qu'on a menés avec IRSTEA. Et puis des études climatologiques de la végétation en montagne. Donc je sais que Philippe a utilisé à plusieurs reprises ce type de données. Il y a des choses qu'on a faites ensemble à ce sujet-là. J'en oublie évidemment, il y a un gros etc. ici, parce que ça a été utilisé pour beaucoup d'acteurs de la montagne, de la géologie, etc., etc. Alors une question qu'on nous pose régulièrement sur ça, c'est oui mais la résolution, 300 mètres de résolution, c'est quand même pas terrible, et puis les massifs ils sont un peu gros, 1000 km², c'est quand même pas
Pas génial. Alors, oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que de toute façon, on a très peu d'observations. Quand on a 5 à 10 observations par 1000 km², on peut faire des trucs maillés à 50 mètres de résolution, très bien, ça va faire des fichiers phénoménalement gros, on va produire des téraoctets de données, mais en fait, la valeur ajoutée, elle sera zéro, de mon point de vue, même si ça fera joli sur les cartes. Alors, comme on s'oriente, pour d'autres raisons, notamment pour mieux incorporer des données satellites, faire de la simulation dans la neige, vers des simulations à plus haute résolution à terme, mais ça c'est une perspective à plus long terme au CEN, on a commencé à comparer ce que ça donnait des simulations, ce qu'on appelle semi-distribuées, donc c'est-à-dire sur ces structures un peu idéalisées dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, une sorte de pyramide avec des classes d'orientation, de pente et d'altitude, à des simulations distribuées où on essaie de représenter la topographie de façon explicite. Donc pour faire ça, là c'est un travail de Jesus Revuelto qui est en postdoc chez nous. Il a comparé des simulations Safran Crocus semi-distribuées, reprojetées sur la grille 250 mètres a posteriori, par rapport à du safran projeté à 250 mètres qui ensuite alimente Crocus. Donc en gros, est-ce qu'on redistribue la neige ou est-ce qu'on distribue la météo avant de simuler la neige? Et il a fait ça sur le territoire de l'Arve. Et il a comparé ça à des observations satellites. Donc là, c'est du MODIS à 2 dates différentes, entre distribué et semi-distribué. La différence est quand même vraiment pas flagrante de ce qu'on gagne, juste sous l'effet de prendre en compte. Donc là, on a fait une descente d'échelle de la météo, et puis on a tenu compte des ombrages. C'est-à-dire que chaque pixel de 250 mètres, du coup, on tient compte du fait que quand le soleil est rasant, il ne va pas toucher un pixel en fonction des reliefs environnements. Ça, on en tient compte explicitement. Même quand on fait ça, ça ne change pas grand-chose. Alors, ça ne change pas grand-chose, mais c'est le même forçage météo, évidemment. On compare le même forçage météo, soit appliqué dans une géographie conceptuelle, soit réparti avant de faire tourner le modèle de neige. Et ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc, à ce stade, tant qu'on a aussi peu de données qui rentrent dans la réanalyse, notre point de vue, c'est qu'il vaut mieux faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et voir où ça nous mène. Voilà. Mais on en a déjà discuté avec certains d'entre vous. Je pense que nos points de vue là-dessus, ils évoluent tout doucement les uns les autres. Alors, il y avait aussi projection dans le titre, donc je vais parler quelques instants de projection climatique. Donc, projection climatique, je ne vous cadre pas trop le débat. Hein. Il y a des augmentations de température qui sont projetées à l'échelle planétaire. Pour le faire, il faut tenir compte de différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du XXIe siècle, puisque, contrairement à des prévisions, des projections, en fait, elles sont conditionnées à des choix individuels et collectifs sur les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité tout entière. Donc ça, on ne sait pas le prévoir, donc on raisonne par scénario. C'est le but de ces scénarios RCP là, que vous voyez ici, du plus optimiste au plus pessimiste. Et puis ici, vous avez 3 échéances au cours du XXIe siècle, à peu près maintenant, milieu du siècle et fin du siècle, où on voit la fourchette, la gamme de température planétaire qui est prévue sous condition de ces scénarios pour ces différentes échéances. Et on voit bien aussi, du fait des incertitudes irréductibles liées à la variabilité du climat et du fait des incertitudes liées à notre méconnaissance des processus et l'imperfection des modèles, qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que de traiter ça dans un cadre ensembliste en essayant d'encadrer l'ensemble des sources d'incertitudes que l'on connaît, donc multimodèles, pour venir approcher les futurs possibles ou probables du territoire qui nous intéresse. Ça, c'est des simulations qui sont produites à l'échelle de la Terre entière, et donc il y a tout l'enjeu de la descente d'échelle pour venir de l'échelle planétaire jusqu'à l'échelle qui nous intéresse dans les Alpes. Alors ici, une diapo de synthèse. Les modèles de climat, encore aujourd'hui, ils ont une résolution de 100 à 150 km. Donc ça, là, je parle des modèles de climat qui sont utilisés pour les exercices type GIEC, etc. Évidemment que il y a toute une communauté de recherche qui utilise de plus en plus des modèles de climat, y compris à échelle planétaire, à des résolutions beaucoup plus élevées, 20, 30 km, voire beaucoup moins. Mais quand ils font ça, en fait, ils font tourner que quelques années pour voir. Ou ils font tourner qu'un snapshot en fin de siècle pour voir, parce que ça coûte tellement cher à faire tourner. Il y a encore très peu de modèles de climat qui vont tourner de façon continue. Donc là aussi, il y a un compromis à faire. Si on fait de l'étude d'impact, de mon point de vue, il faut le faire dans un cadre le plus continu possible dans le temps. Et puis, il faut le faire dans un cadre le plus ensembliste possible, et donc en s'adossant à ce qui se fait de mieux au niveau international à cette échelle-là. Si on choisissait juste un modèle de climat, il y a tout un tas d'autres problèmes qui se poseraient, aussi bons soient-ils. Donc, les modèles de climat à l'échelle planétaire, donc on appelle les GCM, ils ont une résolution de 100 à 150 km. Il y a des exercices de descente d'échelle qui sont de plus en plus systématiques. Donc pour l'Europe, ça s'appelle le Recordex, qui consiste à faire tourner des modèles de climat régional alimentés au bord par des modèles de climat global. Et donc ici, vous avez la carte
couvertes par le domaine Eurocordex, donc des modèles à 12 km. 12 km, ça commence à être pas mal pour la montagne, mais c'est pas encore assez. Et donc il y a une étape supplémentaire d'ajustement qui est faite avec une méthode qu'on a appelée Adamant du nom du projet, qui en a financé une bonne partie. Parce que ça permet d'une part de se remettre dans un référentiel qu'on connaît bien, qui est le référentiel des massifs, et ça permet de corriger aussi un certain nombre de biais qui sont inhérents aux modèles de climat eux-mêmes. C'est-à-dire que même à 12 km, la sortie brute du modèle, même si on s'en satisfaisait du point de vue topographique, en fait, on se rendrait compte que la répartition des jours pluvieux, ou la répartition, ou les cumuls de précipitations, ou même les températures, si on la comparait à des observations, on les trouverait fortement biaisées. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. On ne peut pas vraiment utiliser un modèle de climat brut pour alimenter un modèle d'impact. Si on fait ça, on a toutes les raisons de se planter. Donc il y a une méthode qui s'appelle Adamant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permet d'ajuster justement au regard d'une série d'observations les sorties d'un modèle de climat. Donc pour faire ça, en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on utilise Safran comme une observation. Rappelez-vous, réanalyse, observation, quelle est la différence? Dans un certain nombre de cas, on s'autorise à utiliser la réanalyse comme une observation. C'est une observation augmentée, il n'y a pas de trou dans le temps et dans l'espace. Et on utilise ça directement. Donc on a appliqué cette méthode aux projections Eurocodex pour les Alpes et pour les Pyrénées. Donc pour ça, on a traité 13 couples de modèles de climat global et régional pour différents scénarios RCP, et puis dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour la période 1950 à 2100, donc ça correspond à plus de 3000 années modèles qui ont été produites et qui sont disponibles. Et puis ensuite, on a utilisé ISBA pour simuler la neige, ISBA et Crocus, et on a calculé un certain nombre d'indicateurs sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Donc ici, voilà le type de résultat qui en sort. Donc là, on est dans les Pyrénées pour quelques minutes, donc Haute-Bigorre, Andorre et Navarre, donc des massifs à la fois français, andorran et espagnol, avec les projections RCP 8.5 à 1800 mètres dans ces trois massifs pour la partie hivernale. Donc je vais pas vous décrire trop en détail ce qui est présent ici, c'est pas l'objectif, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a la réanalyse ici. Avec les fluctuations interannuelles, et puis on a en gris l'ensemble qui est issu des projections climatiques et des sorties des modèles de climat pour la période historique. Donc ça, c'est pour l'autre scénario RCP 4.5, je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est la même chose pour les précipitations. Donc on voit que dans les Pyrénées, dans ce scénario RCP 8.5, en altitude et en hiver, on a une tendance à la baisse pour certains scénarios des précipitations hivernales. Dans les Alpes, c'est beaucoup moins clair, et en particulier dans les Alpes du Nord. Ça, c'est la phase des précipitations, c'est-à-dire que le cumul de neige par rapport au cumul total de précipitations hivernales, ça donne ce genre de choses. Donc, sous l'effet du réchauffement, on projette de plus en plus de pluie et de moins en moins de neige, avec un cumul qui est pour le coup en baisse, mais en baisse beaucoup plus modeste. Des travaux que je mentionne qui ont été menés à RSTA, qui me paraissent particulièrement intéressants, qui permettent de décomposer en fait les différentes sources d'incertitude de ces projections climatiques. Il y a différentes approches qui existent dans les différentes communautés, mais ça, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux quand on essaie de traiter le fait que nos couples de modèles climatiques planétaires et régionaux sont pas complets, c'est-à-dire on n'a pas fait tous les modèles de climat régional avec tous les modèles de climat planétaire, et donc il y a une méthode qui a été développée à RSTA ici à Grenoble qui permet de le traiter et qui s'appuie sur aussi des travaux de l'IGE et d'autres. Voilà, donc je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on arrive à décomposer les sources d'incertitude, ce qui provient plutôt de l'incertitude qui vient des modèles de climat de grande échelle, de moyenne échelle, la variabilité interannuelle qui joue aussi un rôle important pour certains processus. Et on voit ici que les incertitudes sont beaucoup plus réduites sur la température que sur la précipitation. Je ne vous apprends rien en disant ça, mais on a des moyens de le quantifier de façon la plus rigoureuse possible. Alors quand on regarde la neige ici, j'ai fait une présentation un peu différente, pas en profil, mais plutôt en carte. Donc ici on a cette référence dont je parlais tout à l'heure, 86-2005, et puis ici on a l'évolution au cours du temps et en fonction des différents scénarios RCP, donc du plus optimiste au plus pessimiste. Bon, ils sont tous rouges, donc il n'y en a aucun qui projette une augmentation de l'enneigement au XXIe siècle dans les Pyrénées, on pouvait s'y attendre. Ici on a la même chose, mais cette fois-ci en scénario pour la Haute-Bigorre, l'Andorre et la Navarre en RCP 8.5 et en 4.5. Donc en gros, j'essaie juste de vous montrer qu'il y a beaucoup de données disponibles et qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait imaginer faire avec. Enfin, on a déjà commencé d'ailleurs, mais ça n'attend que d'autres s'en saisissent. D'autres indicateurs, le début et la date de fin de saison d'enneigement, pour ici la Haute-Bigorre, avec les différents scénarios, et on voit que les saisons se raccourcissent de plus en plus, avec une asymétrie sur le raccourcissement. La baisse, la date de fin d'enneigement remonte plus tôt que la date de début d'enneigement. Je vais passer ça pour aller sur un sujet de conclusion, ou presque.
Donc on diffuse déjà ces données-là dans des cadres de collaboration bilatérale, et ça, elles sont déjà nombreuses. Il y a des projets comme Trajectories, il y a les projets OPCC, donc Observatoire Pyrénées et Changement Climatique, qui ont financé aussi une partie de ce travail, qui servent aussi à diffuser ces données. Il y a Adamon, évidemment, qui a joué un rôle important pour ça. Les données sur les Alpes et sur les Pyrénées, à plat et au pas quotidien, pour les projections climatiques, mais ça fait déjà beaucoup de gigaoctets. Elles sont disponibles, enfin j'espère, et je repose la question régulièrement, elles seront disponibles normalement d'ici la fin de l'année sur le portail d'RIAS, de services climatiques, donc le portail de mise à disposition de projections climatiques en France. Et l'outil Adamon lui-même, il est disponible pour qui veut s'en servir. Alors en termes d'application, je ne rentre pas trop dans le détail, mais il y a des projections évidemment sur l'enneigement naturel, sur les conditions des stations de sport d'hiver. Il y a des choses sur l'hydrologie de petits bassins versants. Donc Martin Jarbeau qui a fait contribuer à l'étude du conseil départemental de l'Isère dont on parlait ce matin, qui a travaillé avec ça. Des projections climatiques sur les bilans de masse des glaciers, etc. etc. Il y a différents projets de perspective sur l'aléa avalanche, sur les enjeux plutôt de type écosystème, etc. Enfin, moi j'imagine que ces données-là, on peut s'en servir beaucoup de choses. Dernière chose, si tu m'autorises. L'arc alpin et l'Europe, parce que c'est une question qui revient souvent. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'était les Alpes françaises et les Pyrénées. Alors on est en train de produire des productions climatiques Eurocordex Adamant, donc le même principe, qui exploitent la réanalyse URA 5.5 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on utilise la réanalyse URA 5.5 km de résolution, qui joue un rôle analogue à Safran, et on fait des projections, on ajuste des projections Eurocordex sur un territoire qui est le territoire européen, dans le cadre d'un développement d'un service Copernicus sur le tourisme. Et en fait, on fait des traitements par tranche de 100 mètres. On aime bien les tranches d'altitude dès qu'on parle de la montagne. Par contre, on raisonne à l'échelle de zone NUTS 3. Pour ceux qui ne savent pas, ça correspond au département en France ou au canton suisse. Donc on est sur des zones assez grandes. Vous n'allez pas tous être ravis. On est sur des zones de 3000, 4000, 5000 km². Mais au sein de chacune de ces zones, on va avoir des tranches de 100 mètres. Et on va produire à l'échelle de l'ensemble de l'Europe quelque chose d'assez homogène. Donc on est en train de produire ça à l'heure actuelle. In fine, ces données qui seront diffusées sur le Copernicus Datastore pour un cadre tourisme. Donc ça veut dire qu'on ne va pas mettre à disposition tout ce qu'on produit sur le CDS pour tout ce qu'on pourrait en faire. Mais dites-vous qu'à quelques centaines de mètres de votre labo pour ceux qui sont à Grenoble ou quelques kilomètres pour ceux qui n'y sont pas, on est en train de produire des données qui peuvent vous intéresser aussi à l'échelle de l'Europe tout entière. Après, c'est une question de disque dur pour se les transférer. Qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Un rappel, je crois que c'est le dernier. Méthodologiquement, je fais une dernière info à ce sujet-là. C'est ma vision de la chose, je comprends qu'il puisse y en avoir d'autres. Méthodologiquement, pour moi, si on veut faire de la projection climatique ou si on veut utiliser cette réanalyse, l'idée c'est de construire sur la base de la réanalyse, donc sur les conditions du passé, une relation, elle peut être simple ou elle peut être plus compliquée, entre un indicateur, un nombre de jours de neige au sol, un nombre de jours où le sol gèle après la date de fin d'enneigement, enfin j'en sais rien, quelque chose qui se calcule sur la base de ce qu'on produit et qu'on sait relier à quelque chose qui intéresse un autre secteur écosystémique, bref, n'importe quoi. Une fois qu'on a identifié l'indicateur et qu'on sait le calculer avec la réanalyse, on sait très facilement le calculer avec la projection climatique puisqu'elle produit exactement les données dans la même géométrie et avec la même nature de données. Donc si on a quelque chose qui est sensible à l'épaisseur de neige le 25 décembre et qu'on a fait une relation statistique qui nous montre que c'est ça qui est pertinent, toute chose étant égale par ailleurs, on peut calculer l'évolution de cet indicateur pour le futur. Donc ça, voilà. Et donc si on analyse les données avec esprit critique et dans le cadre ensembliste qui va bien, et voilà, on a la projection climatique de quelque chose qui nous intéresserait. Après, évidemment, il faut encore une fois, le mot esprit critique ici il joue une place importante à mes yeux. Donc concrètement, qu'est-ce que ça demande? En fait, ça demande du temps. Ça demande de discuter, ça demande de s'approprier mutuellement au moins les bases de nos différentes disciplines, parce que pour moi, on n'est pas dans une logique de mise à disposition, servez-vous, débrouillez-vous avec. Je pense qu'on a beaucoup mieux à faire ensemble sur le campus, et puis avec les autres laboratoires avec qui on travaille. Et puis après, il faut des bras et des cerveaux pour traiter toutes ces données, une fois qu'on a pris le temps de discuter de ce à quoi les uns et les autres étaient sensibles pour leurs applications disciplinaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Samuel. Des questions? Jean-Paul. Jean-Paul Laurent, IGE Grenoble. J'avais deux petites questions. Dans une de tes diapos, tu disais que votre réanalyse Safran utilisait ERA 40 jusqu'en 2002, puis ARPEG à partir de 2002. Est-ce que ça a introduit le même genre d'hétérogénéité que en 79 la prise en compte du satellite? Ça, c'était
la première question. Et la deuxième question, tu l'avais un peu suscité. Comment est-ce que les réanalyses Safran en France, qui sont disponibles sur la bibliothèque de Météo France, se positionnent par rapport aux réanalyses que vous faites vous et sur les mêmes points dans les Alpes? Donc sur la discontinuité RA40 Arpège en 2002, bah oui, la réponse c'est oui. Forcément, ça introduit des différences. On les a pas quantifiées parce qu'on n'a pas forcément le moyen de le faire. On n'a pas d'alternative qui était disponible. Après, quand on compare quand même les sorties de la réanalyse à des observations d'épaisseur de neige, à différents types d'indicateurs, on repère rien de particulièrement suspect à cette date-là. Mais si on voulait faire de la climatologie fine, on aurait probablement des différences. Alors Safran France, c'est l'application de l'outil Safran à l'ensemble de la France. Et pour faire ça, il a fallu définir des massifs ou quelque chose qui ressemble à des massifs, parce que, encore une fois, c'est le même principe. On va venir agréger des observations dans un périmètre donné, de forme irrégulière, et on va combiner ça avec une prévision d'un modèle météo de grande échelle. Et donc pour ça, les collègues qui ont développé ça à peu près au tournant des années 2000, en fait, ils ont utilisé ce qu'on appelle les zones symposium, qui étaient des zones utilisées à Météo France pour la prévision météo, qui avaient été choisies justement parce qu'elles étaient réputées être climatologiquement assez homogènes, donc pouvant permettre d'agréger l'information pour la prévision météo. Et donc, de la même façon, Safran France, on remplace le mot massif par le mot zone symposium, et on est aussi sur des tranches de 300 mètres. Alors comme cette réanalyse avait vocation à alimenter le modèle hydrologique SIM, enfin MODCOU, dans le cadre de la chaîne Safran ISBA MODCOU, et que ce modèle MODCOU avait pour contrainte forte de devoir tourner sur une grille de 2 puissance n km, qu'ils avaient choisi 8 km, eh bien, on a réinterpolé les sorties de Safran sur une grille de 8 km pour pouvoir faire tourner le modèle MODCOU. Mais à la base, le modèle Safran France, il est disponible par tranche d'altitude sur les zones symposium. Et c'est juste que son exploitation étant pilotée par l'hydrologie, en fait, il n'y a jamais eu, ou quasiment jamais eu, de mise à disposition de données par tranche d'altitude de cette analyse Safran France. Alors sur les Alpes, les zones symposium ne correspondent pas exactement au massif Safran. Niveau, il y a des petites différences, etc. Mais comment dire ? C'est le produit de l'histoire, ça on n'a pas bien le choix. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais sur lequel on travaille, et quand je dis on, c'est plutôt des collègues à Toulouse, c'est une nouvelle réanalyse kilométrique sur la France. Dont on espère justement qu'elle pourra gommer finalement cette différence historique entre Safran France et Safran Montagne pour avoir une analyse kilométrique sur l'ensemble du territoire. Mais une fois qu'on l'aura, il faudra bien vérifier ce qu'on peut en faire. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on augmente la résolution qu'on augmente la qualité. Juste pour dire qu'effectivement, on a une petite frustration aux zones ateliers Alpes de ne pas avoir Safran, par exemple, sur le Ventoux ou sur le Luberon. On a aussi une grosse frustration à ne pas l'avoir en Italie, comme les collègues pyrénéens ont sur le versant espagnol. Ça, c'est sûr que... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais ça veut dire qu'on pourrait quand même l'avoir, parce que ça existe avant réagrégation, mais ça pourrait l'avoir. En fait, certains l'ont. Les privilégiés. Non, mais le produit des non, mais dans le cadre du produit des discussions avec les uns et les autres, comment dire, la donnée existe. Donc pour peu qu'on se donne la peine de l'extraire et de l'exploiter, la donnée par zone sympo, par tranche de 300 mètres, elle existe. Et elle a été utilisée par Sylvain Dupire, par exemple, à RTA sur les questions de feux de forêt, et par d'autres. Voilà. La question sur l'Italie, elle est souvent posée. Comment dire ? Moi, ça fait presque 10 ans que je suis au CEN, ça fait presque 10 ans qu'on dit, et même je pense qu'on le disait avant, Safran c'est fini, on va bientôt passer à autre chose. Bon, mon expérience récente m'a incité à penser qu'on va encore avoir Safran quelques années. Et le problème, c'est que comme on prépare la suite, on n'est pas forcément enclin à redévelopper Enfin bref, on est dans un conflit d'arbitrage où on se dit, si on va faire une analyse kilométrique, on n'a pas de raison de l'arrêter strictement aux frontières hexagonales. Donc là, pour le coup, on se permettra peut-être de faire des choses plus grandes. Quelque part, la réanalyse UIRA 5.5, ça fait 5,5 km. Quelque part, c'est une plus haute résolution que 8 km sur le Safran France qui est utilisé aujourd'hui par beaucoup de gens. Donc on sait faire aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, potentiellement, des choses qui dépassent la résolution de ce qu'on met à disposition sur la France. D'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et donc je ne sais pas si on gagnerait beaucoup à étendre Safran sur l'Italie, ou plutôt se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Voilà. Là, on a des choses par tranche de 100 mètres sur les zones neutres d'Italie, d'Espagne, de France, de Suède et de partout où on veut, de façon plus homogène, quoi. Et encore une fois, le réseau d'observation, là, les points, là, ça correspond à chacune de ces zones. Le réseau d'observation qui est injecté dans cette réanalyse, il est pas il a aussi des questions d'homogénéité spatiale. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont contribué avec beaucoup de réseaux d'observation, d'autres qui ont contribué avec le minimum syndical. Donc voilà, ça joue aussi à la fin. D'autres questions pour Samuel ? Jean-Christophe ?
Merci. Jean-Christophe Clément Cartel. Oui, tu l'as dit toi-même, vous êtes un petit peu dépendant des sorties hydro, du lien de votre modèle avec l'hydrologie, si j'ai bien compris. Et je voulais savoir justement si, dans le cadre de réanalyse, vous regardiez a posteriori comment fitaient, comment calaient finalement les flux observés, mesurés dans les bassins versants, mais à une échelle peut-être plus macro, par exemple au niveau de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, avec vos modèles d'enneigement. T'as le temps de réfléchir avant que j'arrive. Super. Par quoi je commence? Désolé si je me suis pas exprimé. On n'est pas contraint par l'hydrologie. C'est juste que l'application sur la France, elle a été pilotée par ce besoin-là. Et donc Safran Isba Modcous, c'est une chaîne opérationnelle qui est utilisée à Météo France depuis maintenant presque 20 ans et qui alimente le CHAPI, qui alimente le service de prévision des crues, qui alimente, par exemple, toutes les cartes que vous voyez sur la sécheresse, par exemple, c'est ce genre de cartes, c'est produit avec cette chaîne de modèles-là dans bon nombre de cas. Et donc, bien sûr qu'on fait des comparaisons. Dans le système Modcous, il y a un système de routage hydrologique, il y a des nappes, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut à peu près, plus ou moins bien pour faire de l'hydrologie à grande échelle. Et donc sur les grands bassins versants, évidemment, il y a eu des comparaisons à des débits. Toutes ces choses-là sont faites par des gens et en collaboration avec des hydrologues. Sur la montagne, nous, au CEN, on n'est pas hydrologue. On désespère un peu d'avoir des connexions plus efficaces avec la communauté hydrologique locale. Désolé si ça heurte certaines sensibilités, mais je trouve qu'il y a beaucoup de dispersion sur ce sujet en hydrologie nivale en France, et particulièrement à Grenoble. Et encore une fois, il y a beaucoup de modèles qui coexistent. Et bon, moi je considère que ce n'est pas notre mission. Il y a des laboratoires, il y a des organismes parapublics qui font ça très bien. Nous, on est disponible pour fournir des informations sur la partie météo, sur la neige, évidemment, pour le passé, pour le futur. On s'est hasardé quelquefois à participer à des exercices où on allait jusqu'à simuler de l'écoulement et des choses comme ça. Bon, ça marche pas si mal, mais c'est pas notre métier, donc forcément d'autres le feraient beaucoup mieux que nous. On a encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je voulais peut-être juste une remarque pour qu'on soit bien clair. Les nouvelles simulations les nouvelles réanalyses Safran Crocus donc seront mises à disposition via Aeris ou peut-être une autre solution. Mais en tout cas, ce seront des sorties, on va dire, de base qui seront peut-être pas forcément à la hauteur des espérances de certains qui peut-être aimeraient avoir à la fois plus de variables et peut-être aussi des conditions plus locales. Typiquement, avoir une simulation au point ou peut-être avoir une température du sol. On en avait déjà parlé, mais peut-être que tu peux clarifier sur cette distinction qu'il faut faire peut-être. Oui, c'est une question qui nous occupe. Sur la partie Safran, la partie météo, il n'y a que 8 variables. Donc c'est facile, température, précipitation, neige, pluie, vent, rayonnement incident infrarouge, rayonnement incident solaire, humidité relative. Bon. Ces données-là, elles sont disponibles pas horaire, et donc sur Aeris ou sur n'importe quel portail qui acceptera de mettre à disposition nos données pour la recherche, ces données-là, elles seront complètes, par tranche de 300 mètres avec les différentes orientations et pentes. Voilà. Donc, et par contre, Crocus, comme il y a 50 couches dans la neige, comme il y a pas mal de couches dans le sol, comme il y a des diagnostics un peu complexes, si on mettait à disposition l'intégralité de la réanalyse, ce seraient des fichiers vraiment très très volumineux. Et donc effectivement, on est en train de faire des choix en se focalisant sur des variables essentielles du manteau neigeux, l'épaisseur, l'équivalent en eau, la température de surface, l'écoulement basal, la température du sol. Enfin bref, les choses qu'en général, les gens qui ne s'intéressent pas aux avalanches, ça leur suffit. Donc, et ça, ce sera disponible très probablement au pas quotidien. Et au pas quotidien, on peut déjà faire pas mal de choses. Après, effectivement, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, je pense sur la partie interpolation pour une simulation ponctuelle à une étude X ou Y, de deux choses une. Soit c'est pour faire tourner un modèle d'impact qu'on ne maîtrise pas nous. Et dans ce cas-là, quelque part, il y a déjà des routines d'interpolation dans beaucoup de modèles d'impact. Ou en tout cas, il y a des méthodes plus ou moins standards pour interpoler. Si on sait napper un forçage Safran sur un SIG, une fois qu'on a fait ça, on a tout fait, je veux dire, en termes de forçage derrière. Et on peut faire tourner un modèle d'impact X ou Y derrière. Si c'est pour faire une simulation Crocus à une altitude donnée, une orientation donnée, un masque particulier, là, c'est quelque chose que nous, on fait pour notre propre usage. Et on pourra partager la méthodologie si ça intéresse. Mais quelque part, là, c'est des trucs où on va rester dans un cadre collaboratif au cas par cas. À ce stade, on n'a pas la force de frappe ou l'ambition
de mettre en ligne un système où les gens disent telle et telle coordonnée, je clique sur un bouton et le système tourne tout seul, quoi. Ça je saurais pas faire.